L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon et aujourd'hui nous partons explorer un aspect méconnu mais fascinant du tourisme culturel en Chine, les maisons natales des personnalités célèbres de la province du Hubei. Pour nous accompagner dans notre exploration passionnante, je suis en compagnie de mon collègue Rogo. Bonjour Rogo. Bonjour Manon, bonjour à tous nos chers auditeurs. C'est un véritable bonheur de partager avec vous ma passion pour cette province extraordinaire qu'est le Hubei. Cette région, souvent éclipsée par ses voisines plus touristiques, recèle pourtant des trésors historiques et culturels d'une richesse inestimable. Et Rocco, avant de plonger dans notre exploration des maisons natales, pourriez-vous nous présenter brièvement le Hubei et son importance dans l'histoire chinoise? Avec grand plaisir, Manon. Le Hubei, littéralement au nord du lac, tire son nom de sa position géographique par rapport au lac Dongting. C'est une province stratégique du centre de la Chine, traversée par les puissants fleuves Yangtze. Sa capitale, Wuhan, est aujourd'hui une métropole vibrante de plus de 11 millions d'habitants. Mais je pense que ce qui rend cette province vraiment unique, c'est son rôle de carrefour culturel et intellectuel depuis l'Antiquité. C'est ici que s'est épanouie la brillante culture de Chu pendant la période des royaumes combattants, donnant naissance à des génies littéraires et philosophiques qui ont profondément marqué la civilisation chinoise. Et Rocco, cette richesse historique transparaît-elle dans les maisons natales que nous allons découvrir? Absolument. Les maisons natales du Hubei sont comme des livres ouverts sur différentes époques de l'histoire chinoise. Elles nous racontent non seulement la vie des personnages exceptionnels, mais aussi l'évolution de la société chinoise à travers les siècles. C'est un voyage dans les temps absolument fascinant. Alors, je pense que notre première étape, c'est de rendre visite à des maisons natales des figures importantes de cette province. Alors, commençons ce voyage, Rogo. Quelle est la première maison natale que vous nous recommandez de visiter? Bon, sans hésitation, je commencerai par Zigui. Oui, Zigui. Dans le spectaculaire Trois Gorges, pour visiter le mémorial de Zhu Yuan. Zhu Yuan, qui est une figure absolument centrale de la culture chinoise, un poète ministre du royaume de Chu, qui a vécu au IIIe siècle avant notre ère. Et c'est pendant la période des royaumes combattants. Et Yuan, ce nom doit nous dire quelque chose. C'est lié à une fête traditionnelle chinoise, la fête des bateaux dragons. N'est-ce pas, Rocco? Oui, exactement, Manon. Zhu Yuan est à l'origine de la fête des bateaux dragons, l'une des plus importantes célébrations traditionnelles chinoises. Désespéré par la corruption de la cour et l'exil injuste dont il était victime, Zhu Yuan s'est jeté dans la rivière Milo, selon la légende. Les habitants qui l'aimaient profondément ont pagayé frénétiquement pour tenter de le sauver et jeter du riz dans l'eau pour éloigner les poissons de son corps. C'est l'origine des courses des bateaux dragons et des onzes, ces délicieux paquets de riz gluants enveloppés dans des feuilles de bambou. Et quelle histoire tragique et poétique! Que peut-on découvrir sur le site de Zigui aujourd'hui? Oui, le site de Zigui est absolument extraordinaire, Manon.
Le complexe comprend plusieurs pavillons traditionnels qui retractent la vie et l'œuvre de Zhu Yuan. On y trouve des calligraphies de ses poèmes les plus célèbres, notamment des extraits de Li Shao, Tristesse de la séparation. C'est très connu, hein, c'est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la poésie chinoise classique. Ce qui est particulièrement émouvant, c'est la salle où sont exposés des objets de l'époque des Shu, bronzes rituels, instruments de musique anciens, fragments de soie. Ces artefacts nous plongent directement dans l'univers raffiné de cette civilisation brillante. Et comme ce site est tout près des Trois Gorges, donc l'environnement des Trois Gorges doit ajouter une dimension spectaculaire à cette visite, hein, je crois. À part la visite de la maison natale Tuan, on peut encore faire un tour dans les environs. Oh oui, les sites offrent une vue à couper le souffle sur les gorges et le fleuve Yangtze. Les montagnes escarpées, souvent enveloppées de brumes, créent une atmosphère mystique qui semble sortie tout droit des poèmes de Zhu Yuan. Maintenant, c'est particulièrement saisissant au lever du soleil quand le premier rayon perce la brume matinale. Oui, j'imagine au rayon du soleil, le site doit être magnifique. Et Rocco, on sait que la fête des bateaux dragons, c'est pour rendre hommage à Tuan. Donc, lors de cette fête, il y aura des cérémonies, je pense. Et je recommande vivement de participer à la cérémonie commémorative qui a lieu chaque année lors de la fête des bateaux dragons. Des milliers de personnes viennent réciter les poèmes de Zhu Yuan et jeter les offrandes des Zhongzhe dans le fleuve. Et cela doit être un moment d'une intensité émotionnelle rare et une expérience inoubliable. Et Rocco, après la visite de la maison natale de Tuan, continuons notre périple. Quelle serait notre prochaine étape? Je vous emmènerai ensuite à Xiangyang, une ville historique située sur les rives de la rivière Han. C'est là que se trouve la maison natale de Mi Heng, un lettré et musicien de la fin de la dynastie Han, connu pour son caractère intransigeant et son talent exceptionnel. Ah, Mi Heng est moins connu de l'étranger. Hein. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce personnage, Rocco? Mi Heng est une figure fascinante, un génie rebelle du 2e siècle de notre ère. Imaginez un artiste d'une intelligence brillante, mais d'un caractère impossible, qui osait critiquer ouvertement les puissants de son époque. Il était particulièrement célèbre pour ses talents de percussionniste. Il jouait du tambour avec une virtuosité légendaire. L'anecdote la plus célèbre le concernant raconte comment, convoqué par les seigneurs de guerre Cao Cao, il se présenta nu devant la cour pour protester contre ce qu'il considérait comme une humiliation. Il risque sa vie, hein, je pense. Alors cette audace lui coûta finalement la vie, mais fit de lui un symbole intellectuel face au pouvoir. Oh, quel personnage haut en couleur. À quoi ressemble sa maison natale aujourd'hui, Rocco? Oui, la maison de Mi Heng à Xiangyang est un ensemble architectural typique de l'époque Han, reconstruit selon les plans historiques. C'est une demeure relativement modeste, ce qui correspond bien au caractère du personnage qui méprisait les richesses matérielles. Et dans la maison de Mi Heng, quel est le clou de la visite? Le clou de la visite est sans conteste la salle de musique, où sont exposées des répliques d'instruments anciens, notamment plusieurs types de tambours de l'époque Han. Des démonstrations de musique traditionnelle y sont régulièrement organisées. J'ai eu la chance d'assister à une
performances des Yuyang Pigu, la marche de tambour de Yuyang, la pièce que Mi Hang aurait jouée devant Cao Cao. Les rythmes puissants et complexes vous transportent littéralement 2000 ans en arrière. Ce morceau de musique accompagne la scène où Mi Heng se présente nu devant la cour pour protester contre ce qu'il considérait comme une humiliation. Ces démonstrations musicales doivent vraiment donner vie à l'histoire. Et Rocco, y a-t-il d'autres éléments remarquables dans cette maison? Oui, il y a par exemple un jardin de bambou absolument ravissant, conçu selon les principes esthétiques de l'époque. Mi Hang aimait se retirer dans la nature pour composer et méditer. Les bruissements des bambous dans les vents créent une ambiance contemplative parfaite. On trouve aussi une exposition fascinante sur la vie intellectuelle sous les Han, avec des reproductions de textes sur lamelles de bambou, des instruments d'écriture d'époque et même une reconstitution d'une séance de débat philosophique comme ils s'en tenaient à l'époque. Reproduction de textes sur lamelles de bambou. Je pense que ça n'existe qu'en Chine. Vraiment une immersion complète dans cette période. Où nous emmèneriez-vous ensuite? On va aller tout droit vers les monts Wudang, Manon. C'est là que se trouve non pas une maison natale à proprement parler, mais un lieu intimement lié à Zhang Sanfeng, les légendaires fondateurs du Tai Chi. Les monts Wudang, j'en ai entendu parler comme d'un haut lieu de taoïsme. Exactement. Les monts Wudang sont l'un des berceaux du taoïsme et des arts martiaux internes chinois. Zhang Sanfeng, qui aurait vécu entre le 12e et le 14e siècle, y aurait développé le Tai Chi Chuan après avoir observé un combat entre un serpent et une grue. Alors, bien que l'existence historique de Zhang Sanfeng soit débattue, les lieux associés à sa légende sont absolument extraordinaires. Cela doit être spectaculaire et le complexe taoïste des monts Wudang est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, comprend des dizaines de temples pavillons et ermitages accrochés à flanc de montagnes. Et qu'est-ce qui rend cette visite particulièrement intéressante? Oui, ce qui est fascinant, c'est de voir comment un lieu peut devenir le creuset d'une philosophie et d'une pratique qui ont conquis le monde entier. C'est vrai, aujourd'hui, à travers le monde, le Tai Chi, né supposément ici, est pratiqué par des millions de personnes sur tous les continents à travers le monde. Mais Rocco, qu'est-ce qu'on peut y voir exactement? Sur place, vous pouvez visiter la grotte où Zhang Sanfeng aurait médité, les pavillons de la rencontre avec l'immortel, où il aurait eu ses visions, et surtout assister aux démonstrations de Tai Chi par les moines taoïstes au lever du soleil. C'est un spectacle d'une grâce et d'une sérénité absolue, avec en toile de fond les pics embrumés et les temples séculaires. J'imagine que l'atmosphère doit être vraiment unique à l'aube. C'est indescriptible, Manon. Imaginez-vous debout sur une terrasse de pierre millénaire, entouré de brumes matinales qui s'effilochent lentement entre les pics. Le silence n'est rompu que par les chants des oiseaux et le froissement des robes des moines qui exécutent leurs mouvements avec une lenteur méditative.
Ah, vous nous donnez vraiment envie d'y aller. Le moment que vous décrivez, c'est un moment hors du temps où l'on comprend vraiment pourquoi ces montagnes sont considérées comme sacrées. Et continuons notre exploration. Y a-t-il d'autres personnalités du Roubaix dont nous pourrions visiter les maisons natales? Bien entendu, je voudrais maintenant vous parler d'une figure plus moderne, mais tout aussi fascinante. Li Shizhen, le grand médecin et naturaliste de la dynastie Ming, né à Sizhou, aujourd'hui Sichuan, dans les Hubei toujours. Ah, Li Shizhen n'est-il pas l'auteur d'un ouvrage médical majeur? Exactement. Li Shizhen est l'auteur de Bensao Gangmu, le compendium de Materia Medica, une encyclopédie monumentale de la médecine traditionnelle chinoise qui a nécessité 27 ans de travail. Cet ouvrage qui recense plus de 1800 substances médicinales et près de 11 000 prescriptions reste une référence incontournable, Manon. Ah, 27 ans de travail, quel dévouement extraordinaire. À quoi ressemble sa maison natale, Hugo? Ah oui, sa maison natale à Sichuan est un complexe fascinant qui combine architecture traditionnelle et jardin des plantes médicinales. La famille Li était une lignée de médecins et cette tradition transparaît dans chaque recoin de la demeure. Les bâtiments principaux, une élégante construction de style Ming avec ses toits recourbés et ses colonnes de bois rouge, abritent aujourd'hui un musée dédié à la vie et à l'œuvre de Li Shizhen. On y trouve des éditions anciennes du Bensao Gangmu, des instruments médicaux d'époque et surtout une reconstitution émouvante de son cabinet de consultation. Ah, et ces jardins de plantes médicinales dont vous parlez? Très bien, Manon. Ces jardins constituent les joyaux de la visite. Imaginez plusieurs hectares où poussent plus de 600 espèces de plantes médicinales organisées selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Chaque section correspond à une catégorie thérapeutique. Plantes pour tonifier les scies, pour disperser les vents ou pour nourrir les sangs. Ce qui est merveilleux, Manon, c'est que des guides spécialisés, souvent des praticiens de médecine traditionnelle, vous expliquent les propriétés de chaque plante. Et j'ai appris, par exemple, que le chrysanthème n'est pas seulement une jolie fleur, mais un remède précieux pour clarifier la vision et disperser la chaleur. Ah, c'est une véritable pharmacie vivante. Et son ouvrage reste l'ouvrage le plus important et incontournable pour les étudiants qui travaillent dans la faculté de la médecine traditionnelle chinoise. Et y a-t-il des activités interactives proposées aux visiteurs? Oui, plusieurs. Les visiteurs peuvent participer à des ateliers de préparation de remèdes traditionnels. Ils peuvent apprendre à identifier des plantes médicinales et même recevoir une consultation de médecine traditionnelle. Il y a aussi des démonstrations des techniques anciennes comme la décoction des herbes ou la fabrication des pilules médicinales. Et un détail touchant Manon, dans la bibliothèque, on peut voir les bureaux où Li Shizhen travaillait, avec ses pinceaux, son encrier et des facsimilés de ses notes manuscrites. On comprend vraiment l'ampleur titanesque de son travail de compilation et de vérification. Cette visite allie vraiment histoire, culture et connaissances pratiques et recours. Avons-nous le temps d'explorer d'autres maisons natales?
Oui, Manon, je crois que l'autre des mers, il y a beaucoup à dire sur l'autre des mers et faute de temps, je ne pense pas qu'on pourra finir tous les dossiers ou la compilation de ce que nous avons prévu pour en parler. Donc, je propose à notre auditeur de prendre l'air mal en patience et d'attendre une prochaine édition pour la suite de cette belle exploration de la province d'Imoubé. Ok, d'accord. Nous allons continuer notre exploration dans l'émission.